Merci. Et merci à Tropic de nous inviter, de pouvoir présenter ce livre-là, qui est La question juive d'Abraham Léon, qui a été publié par les éditions Pathfinder. Pourquoi je présente ce livre? Enfin, à quel titre? J'ai pas de titre particulier. J'ai participé, comme avec beaucoup d'autres camarades du mouvement communiste international, où on a participé à la présentation, la constitution de cette édition. On a beaucoup travaillé sur les notes, sur la mise, les photos, beaucoup de choses qui ont permis de faire cette édition qui est tout à fait nouvelle, qui apporte énormément de choses par rapport aux autres éditions, aux éditions précédentes, et dont je vais présenter maintenant un peu le... Eh bien, allons-y. Allons-y. Alors, d'abord, c'est le titre, La question juive, une interprétation marxiste. Donc, qu'est-ce qu'on entend par question juive? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui quand on parle de question juive? Est-ce qu'on parle d'un sujet historique du passé ou bien est-ce qu'on parle de quelque chose de très concret? C'est la question de la place des juifs dans la société, historiquement, dans le passé, aujourd'hui, dans le futur, et de l'antisémitisme qui est une permanence des sociétés depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Ça c'est la version Abraham Léon. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Et on parlera plus tard de la référence au texte de Marx. Voilà. Qui était Abraham Léon? Abraham Léon, c'était un jeune, puisque Abraham Léon est mort à 26 ans. On se rend compte de l'ampleur du travail qu'il a réalisé quand on connaît son âge. Ses parents sont juifs polonais, ils arrivent en Pologne, ils arrivent en Belgique avant la Seconde Guerre mondiale, et Abraham Léon a 16 ans quand il adhère à l'Ashomerat Tzaïr, qui est une organisation juive sioniste, socialiste, qui prône le départ en Palestine des Juifs et de construire une société socialiste sur place. Et quand il commence à militer au sein de la Shomer HaTzaïr, bien sûr, il y a la Seconde Guerre mondiale est là, elle est aux portes, elle commence à se manifester de manière évidente. Hitler a déjà pris le pouvoir. Et la question juive, la menace sur les juifs est quelque chose de très 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 concret au quotidien. Donc il y a toute une effervescence politique parmi les masses juives d'Europe centrale qui sont très très appauvries, très pauvres, et qui cherchent par tous les moyens, pour ceux qui n'ont pas émigré, puisque on pourra en parler dans le livre, les émigrations ont été massives, qui n'ont pas émigré, qui cherchent une solution à la question juive, et le débat est extrêmement profond. Et le débat est profond et clairement scindé entre deux courants politiques, le courant révolutionnaire, socialiste, et le courant sioniste qui prône l'émigration des Juifs en Palestine pour construire une autre société. Abraham Léon, lui, a conscience du monde dans lequel il est et il sent bien que les effets très concrets que le capitalisme produit et les menaces de guerre impérialiste et le danger que courent les Juifs aujourd'hui. C'est très intéressant de voir ce que disait Trotsky a notamment, je sais que tu l'aimes pas beaucoup, mais il a dit quelque chose d'assez impressionnant, qui est d'ailleurs je crois qu'il est reproduit dans l'introduction. À propos de ça, il faudrait peut-être que tu expliques le parcours politique de Abraham Léon, peut-être. C'est ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui il est polonais. Il vient avec ses parents en Belgique. Il adhère à la Shomer HaTzaïr. Et puis il y a un débat au sein de la Shomer HaTzaïr, socialisme ou sionisme. Dans ce débat, exactement. Et dans ce débat, lui est convaincu par la perspective socialiste, par la perspective de la révolution socialiste. Mais il est sioniste au départ. Et il est sioniste au départ. Et donc il y a un débat. Et donc Abraham Léon commence à rédiger un certain nombre de thèses, on va dire, des grands points qui vont former ce livre,
petit à petit, et où il explique, il reprend l'analyse les prémices que Marx avait posées sur la question juive, et il essaie d'en tirer des conclusions qui vont convaincre une bonne partie de ses camarades de la Shomerat Tzahir à rejoindre une organisation communiste qui va se battre dans la clandestinité. Il vient, alors c'est des nombres quand même, c'est un... En Pologne. En Belgique. En Belgique. Il est absolument. Il était déjà en Belgique. Il est arrivé très tôt en Belgique, et quand il avait 16 ans dans la Shomerat Tzahir, il était déjà en Belgique. Et donc il rentre dans cette, il rentre dans cette organisation communiste avec une partie des membres de la Shomerat Tzahir qui l'a convaincu, et il va faire un travail politique prolétarien en lien avec la classe ouvrière belge pour essayer de construire cette organisation prolétarienne dont il espère. Il rejoint l'organisation communiste en 1938. Et il en devient très vite le secrétaire général de cette organisation, et très vite le principal organisateur de cette organisation communiste. À l'époque, il est bolchevique. Oui, absolument. Et il va participer avec d'autres communistes en Europe de l'Ouest et en Europe de l'Est à se coordonner, et puis à travailler ensemble. Donc il va participer à des organisations, à des réunions clandestines, et il va particulièrement animer le travail syndical de l'organisation communiste en Belgique. Il arrive en 1944, il commence à y avoir un certain nombre d'agitations ouvrières. Il y a une vraie agitation ouvrière qui commence à se manifester, comme partout en Europe de l'Ouest, comme en France, et en Belgique, à Liège notamment. Il commence à y avoir des grèves de mineurs. On n'est pas en 44 là. En 44. Il commence à y avoir des grèves de mineurs. Abraham Léon. Il est mort en quelle année ? En 44. En 44, c'est ça. Abraham Léon arrive à Charleroi, pardon, pas à Liège. Il arrive à Charleroi, la région minière, en 1944. Et puis, le soir même, il y a une descente de la Gestapo un petit peu par hasard dans la maison dans laquelle il est hébergé, il est arrêté, torturé, et puis ensuite envoyé à Auschwitz. Le dernier courrier qu'il enverra à ses camarades sera de dire « Publiez mon livre ». Alors le livre avait été donc rédigé au fil de ses pérégrinations, principalement en Belgique. Donc. Absolument. Mais fondamentalement en Belgique. Il a écrit en français. Oui. Il a écrit son livre en français. Ah bon, ça Abraham Léon maîtrise. Pas des traductions. Ah, pas du tout. Abraham Léon maîtrisait parfaitement le français, comme il maîtrisait bien sûr le polonais, le russe, l'allemand, le yiddish. Il était assez polyglotte, on va dire. Alors, pour préciser encore le personnage Abraham Léon et les attendus, on va dire, idéologiques et politiques. Donc, juif polonais, cosmopolite, qui va se retrouver être un activiste, militant, communiste, bolchevique, mais anti-stalinien. Donc il va virer trotskiste, il va de sioniste, il va devenir anti-sioniste. C'est un peu ce qu'il explique d'ailleurs dans le livre, les raisons d'ailleurs de ce changement de point de vue sur cette question, du sionisme notamment. Il va donc devenir férocement anti-stalinien, et le côté pathétique de son parcours, c'est qu'il va être liquidé à Auschwitz, malheureusement pour lui, pas très longtemps avant que l'armée rouge de l'immonde Staline vienne libérer les camps de concentration, la Pologne et pas mal d'autres choses par la même occasion. Donc, ça c'est pour situer le contexte historique de comment, pourquoi il a écrit ce livre, dans quelles circonstances. Tu as précisé donc que c'est un point de vue marxiste, donc il va se revendiquer du fameux texte écrit 100 ans plus tôt par Marx, qui en fait, on en reparlera sans doute tout à l'heure, ne traitait pas du tout la question qui est traitée par Abraham Léon. C'était pas du tout la question du sionisme ou des choses comme ça qui étaient abordées dans la question juive, celle de Marx, qui était donc un texte sur l'émancipation.
l'émancipation en général, l'émancipation des Juifs comme cas particulier. Donc Abraham Léon, lui, va à nouveau frais, comme disent les universitaires aujourd'hui, reprendre, mais alors lui, il est sur le motif, il est vraiment très concrètement confronté historiquement à cette problématique, il essaye de traiter ça en bon marxiste qu'il se revendique être, et qu'il est indiscutablement. Absolument. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il va nous dire de ces questions, justement, entre autres celles que tu viens d'aborder, qui séparaient une partie du mouvement ouvrier qui se sentait concerné, qui était celle du sionisme et des options différentes qui pouvaient être prises, notamment par les juifs bolcheviques. Il y en avait pas mal, y compris évidemment Trotsky et quelques autres que tu viens de citer. Alors, qu'est-ce que ça va donner dans le raisonnement, dans le parcours intellectuel et surtout dans le discours qui va nous tenir dans cet ouvrage? Alors, c'est très intéressant la question que tu viens de poser, parce qu'il y a deux choses qui sont là-dedans peut-être importantes à préciser. La première, c'est sur la question du sionisme et de l'antisionisme. On ne parle pas de la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a la question de l'existence de l'État d'Israël. Ce n'est pas la question qui est débattue par Abraham Léon. Et encore moins par Marx. Oui, et encore moins par Marx. Ce qui est débattu à l'époque d'Abraham Léon, c'est quelle est la perspective historique positive pour les Juifs. Voilà. Qu'est-ce que voit ou a vu Abraham Léon? Il a vu une chose fondamentale, et c'est pour ça qu'il a été gagné au communisme et au bolchevisme, comme tu le dis, en tout cas à la politique de Lénine et à la politique communiste, c'est que la Russie était le pays, à la fin du 19e siècle, où les Juifs subissaient les pires persécutions. Les pires. L'Ukraine, la Russie, sous l'Empire tsariste, était un régime de terreur pour les Juifs. Les pogroms étaient réguliers, quotidiens. Et la révolution bolchevique de 1917 a brutalement stoppé ça. Brutalement. C'est-à-dire que du jour au lendemain, la révolution bolchevique a mis un terme à toutes les persécutions antisémites. Et il y a eu même, jusqu'à l'arrivée de Staline, en tout cas, une grande période de floraison, on va dire, de culture juive, de culture yiddish, et où les Juifs ont pu vivre et s'exprimer de manière complètement heureuse. Marc Chagall était un des ministres du gouvernement de Lituanie, de la culture, ministre de la culture de Lituanie à l'époque. Mais donc c'est aussi comme ça qu'il a été gagné au bolchevisme. Donc à partir de là, il essaie de comprendre et d'aborder et de faire une histoire marxiste, d'analyser de manière marxiste l'histoire juive. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire de manière marxiste? Ça veut dire simplement de manière matérialiste. Essayer de comprendre l'histoire, non pas par les évolutions ou les mouvements idéologiques, mais par les changements dans les conditions matérielles de vie et d'existence des peuples et des nations. C'est ça la question fondamentale. Et c'est là où il rencontre la question juive de Karl Marx. Karl Marx, simplement dans sa polémique avec Bauer, esquisse la question juive, mais simplement il la remet à l'endroit. C'est-à-dire que tout de suite, il dit « N'expliquons pas le juif par la religion, expliquons le juif par les conditions matérielles dans lesquelles le juif vit. N'essayons pas de comprendre le maintien des juifs en tant que peuple par la religion, mais essayons de comprendre pourquoi le peuple juif s'est maintenu précisément à cause des conditions matérielles dans lesquelles il était. Et pour Abraham Léon, c'était le point de départ qu'il adopte, et c'est ce point de départ-là qui va, à partir de ce point de départ, il va développer, travailler, étudier, utiliser tous les matériaux qu'il a sous la main, de tous les grands historiens de l'époque, et c'est prodigieux de voir ce livre. Hein. Quand on lit le livre, on n'est pas là pour lire le livre, mais pour inciter les gens à le lire. Et là, on commence à avoir une idée justement de ce dont il est question
Et est-ce que... parce qu'on fait quand même qu'une brève présentation. Oui, tout à fait. Les gens l'achètent. Est-ce que alors là, on vient d'expliquer quel est le propos, quel est le projet, comme on dit maintenant, de Abraham Léon, quand il rédige toutes ces notes qui vont donner un livre dont il va demander, parmi ses dernières volontés, comme tu nous l'as rappelé, qu'il soit publié. Et on voit, évidemment, l'actualité non pas du contexte qui a changé, évidemment, mais des problèmes qui sont posés à l'époque de Abraham Léon, qui, encore une fois, ne sont absolument pas la problématique qu'aborde Marx dans le texte de Marx appelé la question juive. Alors, quelles sont ces conclusions à partir de tout ce travail matérialiste, de travail historique sur le mouvement social des forces productives dans lequel va se développer la problématique dite juive et la question dite question juive, que ce soit les aspects liés au sionisme ou ce qui va donner les discriminations, voire les massacres et génocides par la suite. Quelles sont ses conclusions à lui par rapport au débat qu'il y avait précisément à son époque, que tu as rappelé très clairement au début? Alors, ces conclusions, elles sont clairement communistes et révolutionnaires. C'est-à-dire, il faut transformer la société, il faut liquider le régime capitaliste et puis construire une nouvelle société basée non pas sur la propriété privée et sur la recherche du profit, mais basée sur la satisfaction des besoins et la solidarité humaine. Ça, c'est sa conclusion majeure. Et il explique derrière comment pas comment, mais il trace un petit peu la perspective là-dessus. Mais comment est-ce qu'il arrive à cette conclusion? C'est quand même très important parce que il arrive à cette conclusion parce que il comprend dans l'histoire juive qui est vraiment particulière, qui est que le peuple juif s'est progressivement, depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, transformé, on va dire, en peuple presque exclusivement commerçant dans le haut Moyen-Âge, comme beaucoup de peuples de l'époque d'ailleurs. Enfin, il y a eu un certain nombre de peuples. Les Phéniciens, à l'époque de l'Antiquité, par exemple, étaient un peuple, à l'époque de la Grèce en tout cas antique, était un peuple exclusivement dédié au commerce entre l'Asie et la Grèce. Ensuite, à l'époque romaine, c'est les Juifs qui ont progressivement pris cette place. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que les éléments juifs qui ne sont pas devenus commerçants et qui se sont, au moment quand il y a eu la diaspora qui est bien antérieure d'ailleurs à la conquête du temple de Jérusalem, quand cette diaspora se développe, tous les éléments juifs qui ne sont pas commerçants vont finir par s'assimiler. Il y avait par exemple 1 million de juifs à Alexandrie. Pas commerçants ou commerçants aussi. Les commerçants ont eu tendance à rester juifs parce qu'ils avaient cette spécificité qui faisait que dans une société globalement agricole, et le commerce était vu comme étranger à la société dans laquelle on était. Quand tu dis s'assimiler, c'est-à-dire intégrer les usages, les cultures... Et les religions. Et voir les religions. Et les religions, parce que par exemple, sur le million de juifs d'Alexandrie, à peu près l'écrasante majorité s'est convertie au christianisme au 3e, 4e siècle. Donc c'est très intéressant. De même que l'inverse a été vrai, comme l'a rappelé Shlomo Sand, par exemple, dans certaines circonstances. Les Khazars, voilà. les Khazars qui étaient absolument. Et exact. Quand ils étaient précisément un peuple commerçant, ils se sont à ce moment-là, dans le haut Moyen-Âge, se sont convertis massivement au judaïsme. Parce que dans les sociétés antiques et du haut Moyen-Âge, qui étaient fondamentalement des sociétés de production de valeurs d'échange, de valeurs d'usage, c'est-à-dire de produits qui étaient fondamentalement réalisés pour la consommation interne, qui n'étaient pas voués à l'échange. Ce qui était échangé, c'était à partir des domaines seigneuriaux, par exemple, ce qui était échangé, c'était des surplus. Et ces surplus étaient échangés par les Juifs contre des marchandises qui venaient de l'Orient, des épices, des tissus un peu nobles, etc., pour les besoins de la noblesse.
À partir du moment où s'est développé le commerce, un peu plus massivement, donc les villes se sont développées dans l'Occident médiéval et que la production de valeurs d'échange a commencé à se faire, c'est-à-dire de marchandises pour l'échange exclusivement, le commerce n'est plus resté dans les mains des Juifs. Et les Juifs ont été massivement chassés du commerce. Oui, tu nous expliques là une histoire en gros corporatiste. C'est ce qu'explique Abraham Léon. Le côté corporatiste du marchand qui s'est retrouvé et qui s'étend à une logique du coup communautaire avec ses contradictions. Exactement. C'est ça que nous explique. Exactement. Et ce qu'il explique, en gros, il le phase très bien et explique très bien les différentes époques dans lesquelles ces mutations se sont faites. C'est que dans la période du Haut Moyen-Âge, en gros, en Europe, en France, on va dire, en France, si on veut parler de la France ou l'Allemagne, mais de l'Europe de l'Ouest en général, on parle plutôt de l'Empire carolingien, c'est-à-dire de 700 jusqu'à 1000, en gros, qui est l'âge d'or du commerce juif. Des grands domaines féodaux, producteurs de valeurs d'usage, producteurs de produits consommés sur place et dont le surplus, petit surplus, est échangé par les Juifs. Et à l'intérieur du cadre du Saint-Empire. Complètement à l'intérieur du cadre du Saint-Empire. À l'époque germanique. Exactement. Et c'est l'âge d'or, des Juifs, puisqu'ils sont protégés par les rois, respectés par les rois. Qu'est-ce qui se passe à partir de l'an 1000, en gros? Alors, c'est assez schématique, mais en gros, parce que Abraham Léon va beaucoup dans les détails, mais en gros, on lira le livre, mais en gros, à partir du développement du commerce, de production de valeurs d'échange, ce qui est intéressant, c'est que le juif est supplanté par le commerçant, qui devient de plus en plus un commerçant chrétien des villes, qui commence à concentrer de grosses fortunes. On arrive aux Médicis, aux Fugger, à toutes les grandes familles du XIIIe, XIVe siècle, XVe siècle, qui sont des familles qui ont bâti leur fortune sur la production. La production de sel, la production pour Venise, la production d'habits, de tissus pour les riches flamands, etc., etc. Et le juif est progressivement éjecté et l'iconographie juive change. L'iconographie chrétienne change. C'est-à-dire que c'est à cette période-là où les Juifs commencent à être repérés, là on est une spécialiste ici, où les Juifs commencent à être représentés comme des cochons, commencent à être représentés comme le diable et commencent à être représentés dans les sculptures, dans les peintures, etc., sur les frontons des églises. L'émergence de ce capitalisme commercial au début du XIe siècle, à partir du XIe, XIIe siècle, c'est-à-dire de l'émergence d'un commerce, on va dire, de valeurs d'échange, et qui n'était plus et qui commence à être approprié progressivement, mais assez rapidement, par les quelques grandes familles chrétiennes. Les productions de sel, les productions de tissus dans les Flandres, les productions de toutes sortes de marchandises commencent à être échangées par des commerçants non plus juifs, mais chrétiens, et commencent à être donc dans les mains, ces routes commerciales, ces grands commerces commencent à être dans les mains de chrétiens. Et progressivement, les Juifs sont donc expulsés. Une des manifestations de ça sont les croisades. Les croisades sont la manifestation de l'émergence de cette nouvelle classe commerçante qui cherche des débouchés et qui cherche à reconquérir les routes commerciales vers l'Orient, donc qui part en croisade. Et dans le chemin de ces croisades, les Juifs sont en général extrêmement maltraités, massacrés, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe un double phénomène. Il se passe d'un côté au fur et à mesure que ce commerce chrétien, on va dire, de valeurs d'échange commence à se développer, les Juifs se déplacent progressivement vers l'est de l'Europe, là où les relations économiques sont toujours des relations profondément féodales, où le commerce n'a pas encore connu de développement.
et donc le commerce de valeurs d'échange. C'est simplement de grands domaines qui produisent ou sur lesquels règnent des nobles, etc. Cette manière de, juste une ainsi, cette manière de présenter l'histoire, le développement historique est effectivement typiquement marxiste. C'est en ce sens que Abraham Léon va expliquer qu'il va se saisir de cette question juive dans une perspective marxiste, exactement, d'un point de vue marxiste. Et alors donc, on en arrive à la conclusion sur... alors qu'est-ce qui se passe de la crise capitaliste? Non, qu'est-ce qui se passe au moment où arrive la période d'Abraham Léon? Voilà. Alors, évoqué au début, mais on y revient maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et on va y aller à grands traits. Il se passe d'un côté... Oui, le lecteur trouvera tous les éléments. Voilà. Non, mais il se passe d'un côté, en Europe occidentale, une assimilation très importante des Juifs qui sont restés en Europe occidentale et dont la plus grande manifestation, c'est la Révolution française avec le mouvement pour l'émancipation des Juifs et la lutte pour l'émancipation des Juifs en Allemagne et dans le reste de l'Europe occidentale au XIXe siècle. Il y a d'un côté ça, et de l'autre côté, la crise dans laquelle commence à rentrer l'Europe orientale, où les Juifs sont massivement présents, et où ils sont massivement présents comme l'étaient les Juifs dans le haut Moyen-Âge en Europe occidentale, c'est-à-dire comme commerçants exclusifs, et ils perdent ce privilège en Europe orientale aussi, par la pénétration du capitalisme. Donc qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Empire. Voilà, et surtout le royaume de... Voilà. Mais surtout le royaume de Pologne et l'empire tsariste qui, au XIXe siècle, rentre rapidement, de manière impétueuse, dans le capitalisme. Il ne faut pas oublier que l'empire, la Russie au XIXe siècle, c'est une histoire accélérée de l'Europe occidentale sur 4 siècles. Au début, pratiquement à la fin du XVIIIe siècle en Russie, on en était pratiquement encore au chant grégorien. À la fin du XIXe siècle, on en est à Tchaïkovski. Quand on est en économie, on parle de grands domaines féodaux au XVIIIe siècle et on passe à l'industrie qui est l'industrie la plus moderne, capitaliste, à la fin du XIXe siècle, pratiquement la plus moderne d'Europe, avec les grandes industries textiles, sidérurgiques, métallurgiques de Saint-Pétersbourg, de Moscou, etc. Donc ce que ça veut dire, c'est que dans toute cette région de l'Europe où les Juifs s'étaient progressivement réfugiés et progressivement avaient repris leur place qu'ils avaient dans le haut Moyen-Âge, ils rentrent à nouveau en crise, ils ne trouvent plus leur place, et là ils se retrouvent d'un côté coincés entre le féodalisme en déclin à l'Est et le capitalisme en déclin à l'Ouest. Parce que qu'est-ce qui se passe à l'Ouest? À l'Ouest, on rentre dans la phase des grandes guerres entre les pays impérialistes, et qu'est-ce qu'on cherche là-dedans? Il y a une petite bourgeoisie qui est complètement exaspérée, qui est ruinée et qui va chercher un bouc émissaire. Des Juifs, énormément de Juifs vont venir de l'Est vers l'Ouest et le bouc émissaire est tout trouvé. Alors, et c'est exactement dans cette période-là que se trouve Abraham Léon. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va en conclure? Il va en conclure, comme il l'a vu, comme je l'ai un petit peu effleuré au début de la discussion, il va en conclure que pour lui, avec l'expérience de la révolution bolchevique et l'expérience de la révolution russe qui a mis un terme au pogrom, c'est toujours extrêmement important de l'avoir en tête, ça. Abraham Léon, c'est même pas 20 ans après la révolution russe, et Staline était arrivé au pouvoir, clairement, mais il y avait eu les procès de Moscou, etc. Mais dans l'accomplissement de ce qu'avaient réalisé les bolcheviks entre 1917 et on va dire sur une dizaine d'années, était une référence absolue. C'était pour les Juifs du monde entier, pour les Juifs de l'Est massivement, c'était la source d'espoir. C'est se dire, ok, la seule solution, c'est de renverser le capitalisme, que la classe ouvrière reprenne le pouvoir et chasse ce régime d'exploitation. D'où l'appellation judéo-bolchevique que utilisaient couramment leurs contempteurs, y compris en France, pendant Mais complètement. La période pétaine. Et les nazis ont beaucoup utilisé ça. Voilà. Oui. Alors cette époque-là, on
l'a resitué. On a évoqué le fait qu'au début de sa carrière, à la fois tout court, politique, idéologique, au début de sa vie, Abraham Léon est donc sioniste, va changer de position. Tu as expliqué que c'était une zone, c'était une controverse, un clivage profond à l'intérieur, y compris du mouvement ouvrier même, hein. Ouvrier, des socialistes. Donc il va rejeter le sionisme. Est-ce que tu peux nous préciser ce qu'il en dit éventuellement dans l'ouvrage, s'il en dit quelque chose dans l'ouvrage? Oui, non, il en dit beaucoup de choses. Hein. Et il en dit beaucoup de choses. Il en dit fondamentalement que, en gros, ce que je viens de dire, hein, c'est-à-dire que, et ce que tu as mentionné aussi, c'est que le sionisme ne représentait pas, en face de la révolution possible socialiste, ne représentait pas une alternative. C'est pas le sionisme qui allait sauver les Juifs du massacre qui était en préparation. Il voyait, comme beaucoup de révolutionnaires à l'époque, comme seule solution ce qu'avaient réalisé les bolcheviks. Prendre le pouvoir et mettre en place un système qui, il l'espérait en tout cas, serait un système qui serait plus basé sur le profit, mais basé sur la solidarité humaine. Donc ce débat-là était vraiment profond parce qu'il y avait, à l'époque, c'était plutôt les franges un peu bourgeoises du judaïsme qui étaient sionistes. Et c'était plutôt les courants les plus prolétariens, notamment ceux qui travaillaient, les juifs de Pologne qui travaillaient comme fourreurs, comme dans l'industrie de textile ou dans qui étaient des classes laborieuses. Oui, et qui étaient. Mais bon, après, il ne faut pas non plus ultra schématiser là-dessus, parce que c'était aussi des courants c'était perméable. Hein. Donc il va prendre position. Il va prendre position contre. Et alors là, maintenant, nous a rejoint Jean Dumas Ducange qui était là il y a pas longtemps et qui avait évoqué, déjà qui connaît bien le travail de Abraham Léon, qui connaissait le texte, et qui, je pense, peut nous donner un point de vue là plutôt d'historien, un point de vue peut-être plus académique, mais un point de vue qui va rester marxiste et communiste, sur le livre et sur l'opportunité peut-être de cette republication, réédition, dans une période où la question juive en question n'a plus rien à voir avec la manière dont elle se posait du temps d'Abraham Léon, encore moins avec la manière dont se la posait Marx à l'époque, mais néanmoins, il y a beaucoup de choses fort intéressantes et instructives à dire. Donc, je te propose de nous les expliquer. Merci beaucoup. Bon, d'abord, je suis très heureux d'avoir eu l'occasion de relire ce texte. Il se trouve que, par hasard, c'est l'un des premiers textes marxistes que j'avais lu il y a une vingtaine d'années, aux éditions EDI, et que, à ma connaissance, depuis lors, il est circulé encore avec les éditions EDI, mais il n'était plus disponible. Et je tiens à dire, et là pour le coup comme historien académique, c'était une nouvelle édition extrêmement bien faite, parce que outre le fait que ça remet le texte à disposition, qui comme vous savez, je pense que vous l'avez dit, est un texte qui en plus c'est en français, donc ça posait pas de problème linguistique, mais par contre c'est un texte quand même extrêmement dense, dans lequel il y a toute une série de notes d'Abraham Léon qui font des références assez anciennes par la force des choses. Mais là, on a une édition très bien introduite, avec un glossaire qui est très utile, je le dis, pour ceux qui nous entendraient et qui vont être un peu perdus dans le vocabulaire de cette époque-là, le vocabulaire politique ou le vocabulaire spécifiquement lié au judaïsme. Là, on peut s'y référer. Et par ailleurs, même pour moi, c'était très utile en le relisant, vous avez toute une série de cartes qui rendent bien plus concrètes les choses quand on le lit, parce que je me souvenais de l'avoir lu et d'avoir été parfois un peu perdu dans, vous savez, ça commence avec les Phéniciens, l'Europe centrale, l'Europe orientale. Bon, vu ce que l'on enseigne désormais dans les collèges et les lycées pour toute une série de raisons, je n'en ai pas là-dessus, il est clair que pour pénétrer dans un texte comme celui-ci, ah bah si, je peux vous dire, moi j'en ai des étudiants en deuxième, troisième, quatrième, cinquième année d'histoire. Vertu pédagogique de cette édition. Il faut le dire pour commencer. Absolument. C'est très bien fait. C'est un livre remarquable. Je dis pas ça pour vous faire plaisir. Je dis ça parce que je le pense je vraiment. montrerai les images à l'écran. On s'y retrouve. Tout ce travail. Aussi grâce à ça, parce que quand on fait de l'histoire justement du judaïsme sur la longue durée, dans un nombre de pages quand même assez ramassé,
pour comprendre de quoi on parle, y compris parce qu'une des thèses de Léon est de dire que justement les Juifs ne sont pas un peuple immuable qui se déplace d'un endroit à l'autre à travers les siècles, mais qui sont entre guillemets de sang mêlé tout au long de son histoire, et bien là on le comprend mieux. Voilà. Alors sur la question juive et le marxisme sur la longue durée, alors je crois qu'un des apports de ce texte par rapport à tout ce qui existe sur l'histoire des Juifs et l'histoire de l'antisémitisme, compte tenu du fait qu'il a été écrit à cette époque-là, c'est que vous savez, si vous prenez des socialistes des années 1850, 60, 70 et même au-delà, ils étaient assez largement convaincus des préjugés antisémites. Ça a parcouru toute l'histoire du mouvement ouvrier, ça l'a d'ailleurs parcouru malheureusement bien évidemment après Abraham Léon, mais ça l'a parcouru notamment pour une raison qui vient d'être expliquée, mais il faut la rappeler, c'est qu'il y a une assimilation simple entre juifs égale capitalisme égale argent, toute chose fort bien connue et que l'on peut dénoncer à foison désormais certes, mais pendant longtemps, avant que des études de ce type ne sortent, eh bien il n'y avait pas d'éléments marxistes pour analyser la question juive qui permettaient de se détacher de cela. Il y a un autre ouvrage qui est intéressant de ce point de vue, qui a été publié, c'était une thèse sur le prolétariat juif de Soloveyevitch, si je prononce bien, de 1896. Et par exemple, il y a un témoignage assez intéressant de Jean Jaurès, qui est quand même, vous savez, était engagé, quoi qu'on pense, Jaurès, évidemment, était quelqu'un de plutôt modéré, réformiste, influencé par le marxisme quand même, mais qui a été engagé pleinement dans l'affaire Dreyfus. Bien, et Jaurès le dit, je ne sais plus, à un moment donné, avant de lire un livre comme celui-ci, eh bien, il était convaincu que l'équation juif égale argent égale capitalisme était la bonne. Et quand vous lisez des textes de Jaurès bien avant l'affaire Dreyfus, vous avez des textes qui sont explicitement antisémites. Chez Jules Guesde, chez d'autres, il ne faut pas hésiter à le dire. Bien. Donc, ces préjugés-là ont eu la vie dure. Et donc, si vous n'avez aucune explication à fournir d'un point de vue matérialiste sur cette question-là, vous avez tendance soit à reprendre la propagande de l'autre camp, soit à reprendre les clichés les plus éculés. Et donc, j'en arrive là, un des développements, à mon avis, intéressants de Léon, parmi d'autres, je ne vais pas tout reprendre, c'est qu'il insiste, parce qu'il fait justement une histoire matérialiste. Alors évidemment, sur tel ou tel point, bien sûr, on peut dire, là, ça va trop vite. C'est un ouvrage militant de 200 pages écrit en 1942, donc faire la contre-expertise académique, ça n'aurait pas d'intérêt. Bien sûr que ça peut en avoir un si vous faites une édition de 1000 pages sur ce texte en rajoutant des notes pour dire que là, il y a eu le progrès d'histoire. Oui, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple la prolétarisation de la question juive, les déplacements géographiques, notamment vers l'Est à partir de la fin du 19e, etc., ça, c'est extrêmement bien montré. Et ça nous dit quelque chose sur la composition sociologique d'un prolétariat juif à partir de la fin du 19e siècle et la façon dont la question juive arrive dans le mouvement ouvrier très concrètement. Elle n'arrive pas uniquement parce qu'il faut dire « ah bah les juifs, il faut les analyser », et parce qu'il y a un prolétariat juif et pendant longtemps, et dans toute une série de courants du mouvement ouvrier, on n'en était même pas convaincu de cela. Donc c'est vraiment important de le rappeler là. Après, sur le texte et sur la façon dont il renvoie à un certain questionnement sur les organisations socialistes. Alors ce qui est marquant quand même, peut-être qu'on peut en discuter, c'est que finalement, évidemment il y a la critique du sionisme. On sait que le texte de Theodor Herzl est contemporain du débat sur les nationalités dans le mouvement ouvrier, hein, donc c'est tout à fait présent. Hein. Si on pense à un texte comme celui d'Otto Bauer de 1907 sur la question nationalité et la social-démocratie, où la question juive occupe une place particulière, où d'ailleurs Bauer est globalement convaincu que l'assimilation va résoudre le problème, eh bien on est en présence de textes qui cherchent à se positionner par rapport au sionisme. Et donc là on est dans cette continuité-là, c'est indiscutable. Mais le point qui me paraît plus important sur ça, c'est que Abraham Léon ne discute finalement pas tellement des conséquences de l'organisation du prolétariat juif par les organisations ouvrières. Il cherche à fournir une explication matérialiste de la question juive. Il part de la question du dilemme entre assimilation, nationalisme, sionisme d'un côté, assimilation de l'autre, dans le cadre du capitalisme, mais il part de la révolution russe, j'ai relu, revérifié, et de l'immense espoir que ça représentait, mais il y a le débat sur est-ce que le mouvement ouvrier doit travailler à cultiver une certaine identité culturelle juive pour la maintenir, ou bien est-ce qu'elle doit aller vers l'assimilation parce que c'est la voie qu'il faut emprunter. Bon, j'ai plein d'exemples là-dessus. Pendant longtemps, des juifs
bien intégrés au mouvement ouvrier allemand ou autrichien germanophone, à la fin du 19e, il y en a beaucoup, parce qu'évidemment, les juifs, en plus, n'avaient pas beaucoup le choix d'aller dans d'autres courants politiques vu l'antisémitisme qui régnait. Eh bien, beaucoup considèrent qu'il faut abandonner toute identité juive pour aller vers le mouvement ouvrier, un mouvement ouvrier qui assimile. Il assimile pourquoi? Non pas pour faire disparaître les juifs, mais parce qu'on considère que si, par exemple, tout le monde parle allemand et qu'on arrête de parler la langue comme le yiddish, ça va favoriser l'union des prolétaires. Ces questions-là sont sous-jacentes, chez Abraham Léon, bien sûr. Et on ne comprend pas. Il ne discute pas, sauf erreur de ma part, la question du Bund. Et de la question que ça a posée. Alors je rappelle l'organisation de Bund, qui était une question saillante. Alors le Bund a beaucoup décliné déjà à cette époque-là, et on peut considérer que la façon dont les derniers développements après la Seconde Guerre mondiale, bon, je ne suis pas non plus un spécialiste du Bund, mais ça a été une question très présente. Bon, je rappelle pour tout le monde, qu'est-ce que c'est cette question du Bund? Le Bund était une partie en fait du Parti ouvrier social-démocrate russe pendant toute une période, qui a connu des déclinaisons en Europe de l'Est, pour les raisons qui ont été évoquées, il y avait beaucoup de juifs. Et ce Bund n'était absolument pas sioniste, mais voulait faire reconnaître l'identité juive spécifique, ce qui pose le problème de est-ce que c'est une nationalité, est-ce que c'est une religion, ou quoi qu'on en pense, est-ce que ça mérite qu'il y ait une identification spécifique au sein du mouvement ouvrier, donc une identification sous forme de juif. Donc ça, le Bund a avancé cette idée-là, très fortement. Ils ont eu des rapports, je ne connais pas dans le détail non plus, mais très compliqués avec les bolcheviks. Ils ont même été longtemps, ils ont été virés au bout d'un moment, ça je sais bien, mais au début c'était plus ambigu au début des années 20, mais après ils ont été virés, et ils ont été surtout assez proches des mencheviks, ce qui explique la distance sur toute une série de points. Mais ce qui est un peu surprenant là-dedans, et j'aimerais bien vous entendre là-dessus, vous qui l'avez réédité, c'est pourquoi, et ça je m'interroge sincèrement, pourquoi Léon ne revient pas sur ces questions-là. Il revient sur le sionisme, il le critique, évidemment. Il y a cette fresque unique en son genre dans l'histoire du marxisme, qui cherche à prendre à bras-le-corps la question juive historiquement. Mais finalement, alors qu'il parle beaucoup de la question de l'assimilation et des problèmes que ça pose, il ne parle pas de l'effet que font les partis ouvriers à la question juive, c'est-à-dire les juifs investis dedans et tous les débats que ça a généré. Or, c'est quand même une question tout à fait importante. Parce que, certes, il dit, la solution à tout cela, c'est globalement de faire la révolution sociale comme en 1917. C'est la seule alternative qu'il y a de concrète au capitalisme et aux forces réactionnaires de type fasciste ou nazi. Mais dans le cadre de l'organisation prolétarienne, dans le cadre du parti ouvrier, qu'est-ce qu'il faut faire? Et étonnamment, il n'en dit pas grand-chose. L'étape intermédiaire entre la situation, alors on peut dire il est tellement désespéré en 42 qu'il a toute une série de choses à penser, bien sûr, mais comme il va assez loin dans la réflexion sur assimilation, je me dis oui, mais finalement il ne parle pas de toutes ces questions-là qui sont quand même assez prégnantes. Après on pourrait dire il ne parle pas tant que ça du Birobidjan, après il y a une question d'information, parce que là il y a une proximité chronologique qui font que c'est plus compliqué. Mais voilà, donc je me suis demandé pourquoi ce point-là n'était pas tant évoqué que ça, parce que moi qui connais mieux vraiment la période d'avant, et quand même il est très jeune, je sais bien, mais les militants qu'il a croisés et côtoyés ont croisé ces questionnements-là, c'est finalement dans un monde socialiste à venir, est-ce qu'il va subsister une identité juive spécifique avec sa langue, sa culture, parce que le socialisme doit maintenir toute une série d'identités non nationalistes? Et c'est cette question-là qui était très présente dans les organisations ouvrières. Alors, pas forcément en France, du coup, mais typiquement dans le monde germanophone, Europe centrale, Russie, ça pourrissait, même si vous me permettez l'expression, les débats de leur congrès. Hein. Comme je dis, le Bund était un parti du POSDR, du Parti ouvrier social-démocrate russe, qui est parti. Donc, même si après, ils ont eu des rapports et des allers-retours, je ne me souviens plus toutes les étapes exactes. Donc ça, c'est une question qui, à mon avis, est importante. Et pour élargir un petit peu, puis on peut peut-être partir de ça sur la discussion, après il y a quelques points précis, on pourra revenir à la discussion dessus, c'est finalement ce que nous lègue ce texte, c'est quand même une réflexion sur que faire lorsqu'il y a une question juive qui existe dans le monde dans lequel nous évoluons, que l'antisémitisme, c'est le mot qu'on puisse dire, n'est pas une question qui a été résolue par l'histoire. Alors certes, on peut dire que tant qu'il n'y a pas de révolution sociale, la question ne sera pas résolue, ce que je pense fondamentalement, mais entre les deux, il y a une médiation
je suis peut-être un peu vieux jeu, mais il y a une médiation qui est le parti politique. Et en plus, Abraham Léon est quelqu'un qui veut un parti politique. Alors évidemment, il est dans des situations assez groupusculaires, situations désespérées en 42, mais tout de même. Et donc voilà, je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas lire ce texte en ayant aussi cette réflexion à l'esprit, qui est que doit faire le parti ouvrier dans la situation intermédiaire? Parce que c'est une question qui a en plus été revenue à plusieurs Ça, reprises. c'est effectivement une manière une nouvelle raison d'inciter les gens à lire le livre. Je vais te laisser, Jean-Louis, la conclusion. Bon, on arrive en bout de batterie, donc je vais être bref. J'ai bien fait de m'arrêter alors. Et bon, au besoin, il faudra que je change de matériel, mais enfin, peu importe, on verra ça après. Donc oui, ça c'est un des points importants. C'est un des nombreux intérêts du livre, et donc de sa lecture, mais aussi son actualité, c'est que c'est aussi les questions qu'il laisse pendantes, à partir de tous les éléments qui constituent une sorte de dossier pédagogique pour réexaminer la question, sachant tout ce qui s'est passé depuis, sachant comment le triste destin de Abraham Léon, qui malheureusement va se retrouver à Auschwitz trop tôt pour être sauvé par l'armée rouge. Ça arrivera malheureusement quelques temps après son embastillement et sa liquidation. Donc il y a quand même toutes ces questions historiques essentielles. Il y a tout un travail de réflexion conduit par Abraham Léon d'un point de vue indiscutablement marxiste dans son approche de l'histoire, des rapports sociaux, de production, une histoire matérialiste. Et il y a toutes les questions idéologiques et politiques spécifiques de la question juive, des différentes manières dont elle s'est posée. Et il y a aussi toutes les questions qui sont sous une forme différente, mais toujours présentes aujourd'hui, même si malheureusement, à la fois dans nos pays occidentaux, en tout cas, le mouvement communiste n'a plus la vaillance qu'il pouvait avoir à l'époque, mais ça n'est peut-être que partie remise. Mais néanmoins, toutes ces questions, nous y sommes aujourd'hui confrontés, les jeunes générations comme les autres, et donc il me paraît important de souligner ce que vient de préciser Jean Lima. Alors maintenant, je te laisse une brève conclusion. Tu as 5 minutes d'après ce que je vois de batterie. Après, on pourra reprendre un petit débat, mais il faudra que je change de matériel. Bon, je vais aller. Alors, du coup, Jean-Dumas, je m'excuse un petit peu, je vais aller très très vite parce que. Pas de problème. Non, mais la question que tu as posée me paraît extrêmement utile et extrêmement importante. Et une des questions, je pense en tout cas, qu'une des raisons pour lesquelles Abraham Léon n'a pas abordé cette question qui était de savoir s'il fallait une floraison de culture juive ou pas, ou l'assimilation, c'est qu'il a eu la réponse concrète. La réponse concrète, elle a été apportée par la révolution bolchevique et par Lénine, qui avait une politique très... très claire sur la question des nationalités. Aucune barrière aux nationalités, la cessation de toutes les discriminations contre toutes les nationalités, l'apprentissage de leur langue. Et les Juifs, comme les Ukrainiens, comme les Géorgiens après la révolution bolchevique, ont pu avoir leurs écoles dans leur langue, ont pu avoir leur théâtre dans leur langue, leurs livres, etc. C'est-à-dire qu'il y a une floraison, et d'une certaine manière, le débat qui avait été sous-jacent dans le mouvement ouvrier pendant toutes les années qui ont précédé la révolution bolchevique a été résolu de manière très concrète par les bolcheviks eux-mêmes. Effectivement, avant la révolution bolchevique, il y avait tout un débat, l'assimilation, pas l'assimilation, le Bund qui disait on ne veut pas tout à fait s'assimiler, etc. Les bolcheviks avaient une réponse claire qui était la question n'est pas de l'assimilation ou pas l'assimilation, c'est d'avoir un parti de combat et un parti où qu'on soit géorgien, juif, polonais, ukrainien, on est égaux. C'est un parti bolchevique prolétarien. C'est ça qu'a construit Lénine depuis 1903 jusqu'à 1917. Et il en a fait un parti qui a pris le pouvoir, un parti de pouvoir de la classe ouvrière. C'est la question que c'est je pense pour cette question, pour cette raison-là, que Abraham Léon ne se posait pas la question non plus quand il a construit son parti en Belgique. En Belgique, il a intégré un parti communiste qui était
composé de travailleurs belges, d'émigrés de toutes les nationalités, etc. Et sa conviction profonde, c'était d'en faire un parti prolétarien. C'était une des raisons pour lesquelles il s'est trouvé à Charleroi à la fin pour coordonner la lutte des mineurs qui commençait à émerger en 1944 à Charleroi. Et construire un parti de travailleurs, quelle que soit leur nationalité. Il n'a pas répondu, quelle qu'en soit la raison. Mais toutes les questions qu'a rappelées Jean Numa sont toujours d'actualité, même si l'actualité est différente, si c'est avec des rapports de force, des problématiques, des données géopolitiques, économiques, sociales extrêmement différentes. Il demeure que les grands principes, je dirais, qui créent des contradictions à l'intérieur même non seulement de la classe ouvrière, et non seulement de la classe ouvrière juive, mais plus généralement entre les partis frères qui l'aident de moins en moins au fil de temps de ce qu'on va appeler le monde communiste, vont être traversés quand même, du moins dans la partie européenne, par cette problématique. Et ces questions sont toujours d'actualité, mais encore une fois, l'intérêt c'est de les poser clairement, avec leur contexte, leurs présupposés et les attendus. Absolument.